Je te paierai un verre quand ce sera terminé. Contracte les abdos. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je viens vous parler de The Fall Guy, le nouveau gros film d'action avec Ryan Gosling et Emily Blunt et réalisé par David Leitch. Mais avant de commencer, j'aimerais clarifier un truc. Parce que vous savez, on nous accuse souvent d'avoir des a priori sur les films qu'on critique, surtout dans le domaine du blockbuster. Et parfois on nous accuse même de défoncer le film avant même de l'avoir vu, ce qui est honnêtement assez risible. Alors c'est sûr que parfois on va dire qu'on se fait une petite idée de l'état d'un film, surtout quand on a eu vent des coulisses d'un projet, Madame Web. Mais on est toujours curieux de découvrir de nouvelles choses. C'est ça le plus important dans notre métier en fait, et je pense sincèrement que cette ouverture d'esprit est essentielle pour entretenir un débat sain. C'est d'ailleurs pour ça que contrairement à toute la presse américaine qui s'est plus attirée sur l'ambulance, on a été plutôt surpris par The Marvels. Alors ça n'en faisait pas un super film, mais on a trouvé qu'on était quand même loin de la catastrophe attendue depuis ses reports et ses reshoots. Si je commence par ce disclaimer, c'est parce que The Fall Guy me tiraillait pas mal avant que je le voie. D'un côté, je dois bien avouer que son concept de film d'action avec enquête autour d'un cascadeur me chauffait pas mal, d'autant que la bande-annonce s'avérait plutôt rigolote. En plus, Ryan Gosling a une nouvelle fois l'opportunité de jouer de ses talents comiques, et depuis Barbie et surtout l'indispensable The Nice Guys, je suis forcément preneur. Si vous n'avez pas vu The Nice Guys, regardez-le, c'est un ordre, c'est trop bien. Mais l'ombre au tableau, c'est que The Fall Guy est réalisé par David Leitch, qui est pour rappel le co-réalisateur du premier John Wick. Sauf que jusque-là, sa carrière solo laisse penser que tout le talent du duo était plutôt à chercher du côté de Chad Stahelski. Pourtant, Leitch est bien en train de devenir un nouveau nom privilégié du cinéma d'action américain depuis Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs & Shaw, putain je l'avais oublié celui-là, et enfin Bullet Train. Et Bullet Train, croyez-le ou non, mais ça nous a valu un sacré torrent d'insultes parce que visiblement beaucoup ont kiffé ce qu'on a vu comme un sous-Tarantino poussif, pas drôle et même pas inventif en termes d'action. En fait, Bullet Train encapsule le problème principal que j'ai avec David Leitch. Si John Wick a ramené sur le devant de la scène l'envie de filmer l'action dans le cinoche américain, d'en faire vraiment l'attraction principale d'un film et pas juste un petit bonbon mal filmé en shaky-cam entre deux scènes de dialogue, reste à savoir ce qu'on filme autour de l'action. Alors chez Chad Stahelski, on prend faussement au sérieux la mythologie de John Wick, mais on développe en creux pas mal de notions esthétiques et même philosophiques. Derrière ses allures de jeux vidéo géants, John Wick parle d'un monde postmoderne et même hyper réel, comme le disait Baudrillard. Par sa société alternative de criminels planqués au sein de la nôtre, il y a bien comme une matrice, dont la déconstruction interroge le vide existentiel du personnage et son emploi de la violence. Et oui, rien que ça. Malheureusement, en comparaison, David Leitch a surtout des airs de cousin beauf. Les scènes d'action ont beau être parfois cool, elles ne se cherchent pas une raison d'être, mais une suite de prétextes qui piochent à loisir dans les codes les plus ronflants des années 80 et 90. Et comme il sait que c'est ringard, il essaie de surcompenser par une palanquée d'effets tape à l'œil et surtout par une ironie aussi débile que gênante. Je l'avais déjà dit sur je sais plus quel film, mais c'est pas parce que tu relèves l'emploi d'une facilité d'écriture que ça la rend pas moins feignasse. En bref, David Leitch, c'est l'exemple parfait du faux artisan sincère qui a profité de la petite révolution de John Wick pour s'imposer alors qu'il fait tout pour contenter les pires modes actuels d'Hollywood. En plus d'être souvent inutilement compliqués, ces scénarios ne cherchent jamais l'investissement émotionnel du spectateur. Tout n'est que blagues, second degré nul et autres coups de coude postmodernes, le tout avec des dialogues dignes d'un sous Guy Ritchie et des caméos en pagaille qui sentent déjà le renfermer. Mais maintenant que ça c'est dit, ça vaut quoi The Fall Guy? C'est loin d'être parfait, mais c'est de loin le meilleur film de David Leitch. Mais avant d'entrer dans le détail, un petit mot sur notre partenaire du jour. Je m'incruste quelques secondes pour vous parler de Borderline, distribué par Condor en France et au cinéma dès ce 1er mai. Ce film hispanique des réalisateurs vénézuéliens Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas suit Diego et Elena, un jeune couple qui décide de quitter la vie barcelonaise pour s'installer à New York. Car oui, aux États-Unis, ils espèrent recommencer leur vie à zéro, tout simplement. Sauf qu'à leur arrivée à l'aéroport de New York, tout va déraper. Très rapidement, le duo va subir un interrogatoire par la police des frontières et cette simple formalité va transformer leur rêve américain en long cauchemar. Bon, sur le papier, Borderline semble assez classique avec un tel pitch, mais en fait, c'est tout le contraire. Le film parvient à s'extirper des clichés de ce genre d'histoire pour nous plonger dans un huis clos terriblement anxiogène et alarmant. Il y a en effet quelque chose de profondément angoissant à regarder ce couple voir son destin lui filer entre les doigts, petit à petit, constater que leur futur se résume à une petite salve de questions de plus en plus intimes, de plus en plus vicieuses. Il faut dire que le film est largement tiré de l'expérience même des deux réalisateurs lors de leurs nombreux passages à la frontière américaine, et ça se sent avec un tempo admirable où les deux réalisateurs font monter la pression crescendo. C'est une confrontation verbale tendue que l'on regarde
impuissant. Grâce à une écriture d'une efficacité redoutable et des dialogues aiguisés et percutants, Borderline joue en permanence avec les nerfs des personnages, évidemment, mais surtout avec les nôtres en tant que spectateurs. D'ailleurs, c'est ici que le film tire sa grande force en réussissant très naturellement à discuter de racisme, d'abus de pouvoir, de l'enfer bureaucratique, de notre vulnérabilité humaine, de notre peur de l'étranger, à la fois l'individu et l'ailleurs en général, et aussi de la pure folie américaine dans un ultime échange glaçant. Bref, Borderline est un huis clos étouffant, à la fois paranoïaque, complètement absurde, et qui se révèle pourtant le reflet d'une sinistre réalité. Et très honnêtement, c'est un vrai exploit de créer une petite pépite de suspense comme celle-ci en seulement 1h17. Et oui, avec cette courte durée, vous n'avez absolument aucune raison de ne pas aller le découvrir au cinéma dès ce 1er mai 2024. Alors pour être clair, The Fall Guy n'évite pas la plupart des problèmes que j'évoquais plus tôt, ce qui est à la fois peu aidé, mais aussi pardonné par son contexte de film sur les coulisses du cinéma. Le film s'inspire d'ailleurs très vaguement de la série L'homme qui tombe à pic et raconte donc l'histoire de Colt Seavers, cascadeur qui a raccroché les gants suite à une chute qui a failli lui coûter la vie. Mais le jour où la star de cinéma qu'il a eu l'habitude de doubler disparaît, on l'appelle pour enquêter, tout en bossant discretos sur le projet réalisé par Jodie, la femme qu'il aime et qu'il rêve de récupérer. Tout ça est bien sûr joyeusement absurde et s'amuse d'une escalade progressive vers un complot abracadabrantesque, et d'un côté ça s'avère bien plus rythmé et fun que les précédents films de Leitch, mais de l'autre ça n'évite pas les raccourcis narratifs faciles, les blagues qui dézinguent leur volonté de tension et le second degré régulier d'un film qui refuserait d'avoir des sentiments. Ce qui est assez paradoxal étant donné que The Fall Guy parle au fond de la difficulté des hommes à être sincères. En archétype de mec discret mais musculeux et impassible, Colt apprend petit à petit à s'ouvrir aux autres et au monde après s'être replié sur lui-même. Et bien sûr, ce charisme teinté de fragilité est juste parfait pour Ryan Gosling, qui porte d'ailleurs le film sur ses épaules bien sexy. Quelque part entre le chauffeur mutique de Drive et Ken, il trouve l'équilibre idéal entre les facettes les plus identifiées de sa carrière. C'est méta, mais il en tire quelque chose d'assez touchant et surtout de très charmant. Pour moi, The Fall Guy lui doit tout, parce qu'en plus de donner un tempo comique assez génial au montage global du film avec son air de droupie désabusé, il amoindrit souvent les défauts insupportables de Leitch, qui se complète dès qu'il peut dans des torrents de références, du name dropping et d'éternels caméos opportunistes. Alors oui, ça me fait rire de voir Gosling pleurer sur du Taylor Swift, mais derrière la blague, c'est lui qui apporte un vrai petit cœur qui bat. Parce qu'au fond, The Fall Guy est clairement à son meilleur quand il assume d'être une comédie romantique. Emily Blunt est super dans le rôle de Jodie, la jeune réal qui a tout approuvé, et sa dynamique avec Gosling fonctionne dès les premières secondes. Et je pense que sans cette dimension humaine, le côté méta du film sur un tournage hollywoodien et ses multiples problèmes lasserait bien vite. C'est facile de se moquer de l'acteur diva, d'une productrice faux cul accro au sucre ou encore d'un projet de space opéra entre un cow-boy de l'espace et une alien. Déconstruire la machine hollywoodienne et ses artifices, on connaît. Mais là où The Fall Guy se démarque, c'est en se concentrant sur les petites mains qui permettent au film d'exister. Chose surprenante, le personnage de Colt permet enfin à David Leitch de traiter avec sincérité son sujet. Je parlais de son passé sur John Wick, mais il est bon de rappeler que le réalisateur a cofondé 8711, enfin qui s'appelle désormais 87 North Production, une société indépendante spécialisée dans le cinéma d'action et les cascades. Comme Stahelski, Leitch a justement été cascadeur avant de devenir metteur en scène. Il a notamment pas mal doublé Brad Pitt dans sa jeunesse. Tout le postulat de 87 North, c'est de remettre en avant l'artisanat de l'action, une fabrication qui doit se faire remarquer et qui impressionne par ses prouesses martiales et techniques. Et au fond, c'est cette mise en abîme qui donne tout son charme au film. Avec pas mal de magie dans le regard, The Fall Guy s'émerveille de ses coulisses et s'attarde avec tendresse sur une profession dont la raison d'être n'est autre que l'invisibilisation. Ça se moque gentiment du bullshit marketing et des stars qui prétendent faire leur cascade elles-mêmes, sans jamais oublier que ces hommes et femmes de l'ombre prennent des risques pour notre plaisir. La petite contrepartie, c'est que les scènes d'action cherchent tellement à se mettre à nu qu'elles manquent un peu de folie dans leur scénographie et leur découpage. Bon, après je dis ça, mais la plupart restent quand même assez fun à regarder. D'ailleurs, c'est plutôt en dehors des scènes d'action que The Fall Guy se veut le plus inspiré. Si les effets de style de David Leitch m'ont souvent paru vains et frimeurs dans ses précédents films, il trouve une certaine cohérence ici. En fait, je pense que pour une fois, les défauts habituels du réalisateur ont réussi à être transformés en force. Tout simplement parce qu'il croit à ses personnages et à l'univers qu'il dépeint, puisqu'il y a une part de lui-même assez claire là-dedans. Leitch fait par exemple partie des réals qui ont normalisé le plan séquence comme un tour de force systématique et franchement gonflant, mais The Fall Guy l'emploie dans son introduction non seulement pour marquer un moment charnière dans la vie de son héros, mais aussi pour remonter d'une traite toute la hiérarchie et la topographie d'un plateau de tournage.
et j'ai trouvé ça plutôt malin. Mais surtout, difficile de ne pas évoquer une séquence de dialogue en split screen autour des deux amoureux et de leur non-dit, alors qu'ils parlent de split screen pour le film qu'ils sont en train de réaliser. C'est sûr, c'est pas le plus fin, et Leitch n'est pas soudainement devenu Verhoeven ou McTiernan, mais The Fall Guy a de l'énergie à revendre. Et surtout, il a un truc qu'il doit beaucoup à son personnage principal, et qui manque pas mal aux blockbusters hollywoodiens de ce type. L'humilité. Peut-être que c'est à mettre sur le fait que le film sorte après les gros crashs de franchise pété de thunes de 2023, et surtout après une grève sans précédent des scénaristes et des acteurs, mais voir un scénario plus ou moins original égratigner les dysfonctionnements de l'usine à rêve sans tomber dans le cynisme pur et dur, bah ça fait du bien. The Fall Guy n'est sans doute pas un grand film, mais en tant qu'objet conscient de lui-même, qui navigue avec plaisir entre le cinéma d'action et la comédie romantique, il a tout pour devenir un vrai bon petit plaisir estival. Et au même titre que Ryan Gosling et Emily Blunt, il nous rappelle qu'un blockbuster, avant d'afficher ses gros dollars à l'écran et ses cases cochées de cahier des charges franchisés, devrait surtout avoir du charme, même si un peu moins de blagounettes méta ne ferait pas de mal. Voilà, c'était ma petite vidéo sur The Fall Guy. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager et à commenter sur ce film ou peut-être sur votre amour indéfectible pour Bullet Train, je ne juge pas. Enfin si, je vous juge un peu quand même. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Écran Large est un site indépendant et pour qu'on le reste, on a besoin de votre soutien. Ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site et qui vous donne accès contre quelques euros par mois à des articles exclusifs, des dossiers sur des films, des analyses box-office et plein d'autres belles choses. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!